Nicolas Rinck, je travaille à la direction du développement durable des territoires de la province Sud. C'est la fusion de l'ex-DANV et ex-DDR. Je suis chargé de mission environnement et développement des territoires. Je m'occupe de dossiers tels que le plan de gestion du parc de la Côte Oubliée, de sujets tels que la compensation écologique, séquence éviter et réduire compenser, et également de tout ce qui est suivi environnemental des plans d'urbanisme directeurs. Et c'est dans le cadre voilà, de tout ce qui est autour des plans d'urbanisme et de qualifier les enjeux environnementaux sur le territoire qu'on a développé ce petit outil qui est perfectible, mais en tout cas qui déjà avance un peu sur la base des systèmes d'information géographique, sur une lecture des enjeux environnementaux, de certains enjeux environnementaux sur les communes de Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc je vais vous décrire rapidement, je vais survoler la plupart des éléments. Là-dessus, l'objectif d'un outil, un espèce d'atlas des connectivités écologiques, c'est un outil bien sûr d'aide à la décision, comme je le disais, pour prioriser les enjeux environnementaux sur un territoire. Donc là-dessus, pourquoi la connectivité écologique très rapidement? C'est parce qu'on est dans des milieux, des écosystèmes naturels qui sont très fragmentés. Vous voyez, il y a très longtemps, la forêt humide, c'était pratiquement tout le territoire sur sa côte est. Et là, il n'en reste plus que moins 75%, il ne reste plus que 20%. 20-25% actuellement, qui sont tout fragmentés, et c'est encore pire pour la forêt sèche, puisqu'il n'en reste plus que 2% des surfaces initiales. Donc ces milieux ont été complètement fragmentés, et la fragmentation, c'est une fragilisation de l'écosystème. Dès qu'il est atteint, il est plus sensible, en tout cas dans sa lisière, aux feux, aux envahissantes, etc., à dépérir de manière naturelle et à subir un ensemble de nuisances. Donc c'est l'enjeu de la connectivité, de la fragmentation des habitats. Donc après, un territoire peut se lire comme ça au niveau du paysage et des enjeux environnementaux, c'est-à-dire notamment des zones de réservoirs de biodiversité, là où se trouve tout notre patrimoine biologique initial, et autour une biodiversité donc plus ordinaire, en tout cas endommagée, avec un ensemble d'espèces, et entre ces patchs, des zones de connectivité où les espèces, où la génétique, que ce soit des espèces de flore ou de faune, peut circuler et donc augmenter l'espace vital des espèces et donc leur résistance notamment aux différents dommages environnementaux. Donc l'idée était d'avoir une vision au niveau du paysage de ces différents réservoirs de biodiversité et de leur connectivité. Là, par exemple, sur une photo comme ça, voilà, on voit des zones et la génétique des espèces à enjeu circule dans ces patchs-là. Donc c'est un enjeu de conservation puisqu'il faut maintenir une connectivité idéalement maximale et voir l'augmenter, c'est-à-dire par des options de renforcement des écosystèmes où quand on a ces écosystèmes qui rendent des services, il faut peut-être recréer les connectivités entre les zones ou les protéger. Voilà, donc alors tout se pose le problème au niveau spatial de l'identification des espaces propices à la restauration des connectivités ou simplement à l'identification des connectivités, des réservoirs, etc. Donc on était un peu démunis pour l'instant. On a surtout des cartographies d'occupation du sol qui montrent l'état initial et on a peu de vision, disons, dynamique de ces écosystèmes et de leurs relations entre eux au niveau de la biodiversité forestière. Donc localiser les espaces prioritaires, il y a plusieurs travaux de recherche qui ont eu lieu, notamment le CNRT qui, avec une équipe, a caractérisé les connectivités écologiques dans les paysages fragmentés de zones minières. Donc ça a donné place à des travaux déjà pour essayer de localiser les enjeux dans la trame, entre quels patchs sont les plus importants, avec une proximité structurelle de la connectivité. Là, je vais beaucoup parler de connectivité structurelle plutôt que de connectivité fonctionnelle, parce qu'il faut dire que dans un écosystème, voilà, c'est pas la même connectivité pour les oiseaux qui peuvent se balader sur 50 km de large que pour un bulim qui n'a qu'un périmètre de 200 mètres, etc. Et pour les espèces végétales qui répartissent par le vent, leurs graines, et d'autres qui répartissent par la gravité. Donc ce qu'on va parler ici, c'est la connectivité structurelle, un peu moyennée de tout ça, entre la proximité des écosystèmes naturels. Voilà, donc en matière géographique, ça donne ce genre de carte d'enjeu où on essaie de retrouver quels sont les points sensibles de la trame de connectivité pour essayer de mettre en évidence ceux
à protéger en priorité, notamment dans un schéma d'aménagement du territoire, dans un projet d'aménagement particulier. Ça peut être de petite échelle ou de grande échelle. Ça peut être très opérationnel sur le terrain ou au niveau stratégique pour un schéma très structurant. Voilà, donc tout ça, il y a énormément de travaux qui ont lieu. Il y a eu quelques essais avec le CEN sur la connectivité écologique juste sur les forêts sèches, mais on peut l'appliquer à l'ensemble des milieux forestiers. Et c'est l'exercice qu'on a essayé de faire en province sud pour voilà, l'ensemble des corridors forestiers de province sud. Voilà, donc l'usage, c'est bien un usage d'aide à la décision finale avec plusieurs publics, hein. Pour les services provinciaux, déjà en interne, c'est déjà dans le cadre de l'instruction des autorisations d'impact, aménagement particulier, installation classée pour la protection de l'environnement. Ce sont des informations intéressantes pour juger de l'enjeu environnemental dans une zone donnée. Prioriser les sites d'intervention pour la restauration écologique. Réfléchir sur la cohérence et perspectives d'évolution du réseau des aires protégées terrestres. On peut mettre en rapport, est-ce que les aires protégées, est-ce que ces connectivités sont bien protégées, et identifier les principaux enjeux liés aux habitats naturels au sein d'espaces agricoles, par exemple. Donc pour le grand public et les acteurs, il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture et d'utilité. Pour les pros de l'aménagement et de l'urbanisme, c'est comprendre où se situent les enjeux dans le cadre d'une planification d'opérations, d'aménagement d'impact, petite ou grande échelle. Les décideurs, c'est d'avoir, dans le cadre des schémas et plans d'urbanisation et ou d'aménagement, une vue globale. Pour les populations, simplement mieux connaître leur environnement et connaître la richesse des milieux qui les entourent. Et pour les porteurs de projets, quand ils veulent installer un périmètre où il y aura un impact, simplement, ça leur permet de savoir où ils se situent par rapport aux enjeux. Donc on essaie, voilà, ça c'était l'objectif initial. Donc ce qu'on a proposé, le travail qu'on a fait, c'est d'essayer d'utiliser une méthode, en tout cas qui a été mis à disposition ouverte, c'est notamment avec le logiciel Grafab, qui est le produit d'un travail de recherche de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté avec le CNRS, donc quelque chose qui est ouvert, un logiciel ouvert où on peut y mettre des informations d'occupation du sol sur les milieux naturels et pas que aussi les milieux anthropisés qui représentent un peu les objets fragmentants dans l'espace, et donc rentrer tout ça pour faire, sur la base de la théorie des graphes et les chemins de moindre coût, mettre en évidence sur un territoire les lieux de passage privilégiés de la faune, de la flore et de la génétique en général. Donc ce logiciel est plutôt bien fait et il est bien documenté, donc il permet de faire plus de choses encore que ce qu'on peut montrer là, mais il peut avoir aussi des applications au-delà de la simple connectivité écologique, notamment quand on parlait de biosécurité tout à l'heure avec une espèce envahissante qui se répand sur un territoire, on peut éventuellement appliquer cette méthode à ce genre d'approche. Donc nous, on a fonctionné avec des données sources géomatiques qui sont la cartographie des milieux naturels de la province sud, qui est un patchwork de ce qu'on a de mieux de données selon les endroits sur l'environnement, sur les classes de formation végétale. On a pris les données du MOS de l'Œil 2014 en récupérant pour nous les classes qui nous intéressaient, c'est-à-dire les occupations agricoles, tout ce qui était données d'aménagement, choses anthropisées, etc., qui étaient plus précises que ce qu'on avait ici. Et on a pris de la BD topo, tout ce qui était le détail fin de routes, etc., pour constituer un peu un MOS sur mesure pour notre usage, qui va être un peu particulier, où on a besoin de qualifier, voilà, notamment on passe de ça, donc notre carto des milieux naturels, on y rajoute l'urbanisation, la voirie, etc., et on obtient un MOS qui va nous servir à mettre ça dans le logiciel pour Grafab, pour arriver à faire cette carto des connectivités. Voilà, donc les données sources, c'était ça. Donc quand on en arrive à faire ce MOS, on va essayer d'affecter à chaque classe d'occupation du sol une valeur de résistance au déplacement des espèces. C'est très moyenné, hein. C'est-à-dire que, grosso modo, une espèce elle a du mal à traverser une route, elle s'en sort mieux dans une végétation arbustive, et elle s'en sort très bien dans une végétation forestière. Voilà. C'est l'idée est qu'il y a des éléments fragmentants comme une route ici, qui sont donc plus c'est blanc, plus c'est résistant au déplacement, et plus c'est noir, plus c'est coulant par rapport au déplacement. Donc ça mappe le territoire sur une espèce de perméabilité au déplacement des espèces. Donc après, on affecte un facteur de résistance, comme je disais, qui est à dire d'experts. C'est-à-dire que grosso modo, on met nos ingénieurs écologues, nos collègues experts autour de la table, et pour dire, bon, sur une échelle de 1 à 100, qu'est-ce qui est le plus facilitant, passant pour une espèce forestière moyennée,
hypothétique à l'intérieur du schéma. Donc c'est à dire d'experts, il y a de quoi faire, si on voulait sur base extrêmement précise de connectivité fonctionnelle, on aurait de quoi faire une thèse de doctorat ou deux ou trois pour pouvoir dire exactement quelles sont les vraies valeurs. Donc on est bien dans une approximation. De toute manière, pour l'échelle d'usage, c'est déjà largement suffisant à cette échelle. Voilà, donc ce logiciel, on l'a utilisé, on l'a paramétré, relativement facile d'accès. On avait utilisé auparavant un autre module qui était QGIS, ce qui s'appelait Circuitscape, qui également permettait de faire des choses un peu comme ça, mais il était très peu ergonomique et on a eu du mal à l'exploiter. Donc c'est important l'ergonomie. Donc on obtient des résultats qui sont ceux-là. On verra, donc on obtient sur la maille du territoire, ça c'est les réservoirs, on a défini quels étaient les réservoirs de biodiversité, là où se trouve la principale biodiversité. Ensuite, on a fait tourner le logiciel et il nous a tracé un ensemble de liens de plus proche distance écologique entre chaque patch. Donc voilà, donc ça nous crée un ensemble de liens entre ces réservoirs qu'on va pouvoir classer, hein, parce que par exemple, il peut y avoir des liens de courte distance. Disons qu'on donne des unités de déplacement et voilà, 2000 unités suffisent pour aller de là à là, alors que pour en violet, il faut 5000 unités. Donc c'est des liens de longue distance entre chaque patch de biodiversité. Donc on voit que le territoire commence à apporter des informations supplémentaires, puisque sur certaines zones, on va le voir ici par exemple, là on est à Païta, ben voilà, les espèces de forêt sèche ici circulent potentiellement, facilement ici, là, et on va pouvoir donner une valeur différente à la biodiversité ordinaire, puisqu'ici par exemple on peut avoir de la savane à Niaouli ou du Gaillac, sauf que celle-là de savane à Gaillac, elle est beaucoup plus intéressante que celle-là, puisqu'elle est sur un chemin de passage privilégié. Donc on va pouvoir avoir cette information supplémentaire qui va mapper le territoire sur nos enjeux d'aménagement et en général. On peut également faire des zones de corridors ou de lisières à privilégier, qui sont que le logiciel fournit aussi, voilà, sur les zones d'expansion et de connectivité naturelle autour du territoire. Voilà. Donc ça nous donne, on va pouvoir avoir des choses comme ça. On voit en rose ici tout ce qui est urbanisé, anthropisé, tout ce qui est en vert, tout ce qui sont réservoirs de biodiversité, et on va voir effectivement toutes les zones sensibles pour la connectivité sur lesquelles il va falloir réfléchir dans le cadre des projets d'aménagement. Voilà, donc ça c'est un peu de la donnée brute, il faut pouvoir après l'exploiter, la transmettre, la vulgariser, la rendre utile ou pour des gens qui sont non spécialistes forcément écologues, et savoir qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Avant d'en arriver là, juste les comparaisons rapides avec ce qui a été fait avec les connectivités écologiques du Conservatoire d'espaces naturels. Donc en rouge, c'était le CEN, en jaune, c'est ce que nous, on a produit. Alors voilà, la différence de méthode était qu'ils étaient limités aux forêts sèches, et nous, on allait également sur les forêts humides, et on voit qu'il y a des connexions que nous, on n'a pas faites, parce qu'on a établi des seuils, on a établi des paramétrages qui sont un peu différents et qui font qu'on est plus, disons, priorisant que ce qu'eux ont fait, parce que par exemple, nous, on ne met pas en évidence ce genre de connectivité à travers les milieux urbains. Donc voilà, c'est des approches, c'est des paramétrages, mais la méthode est plus ou moins la même. Donc pour avoir une carte d'information dès la décision, on peut intégrer aussi les trames bleues, c'est-à-dire tout ce qui est milieu humide, qu'on met en évidence sur le territoire. Je survole, hein, parce que du coup, je n'ai pas beaucoup de temps. On peut intégrer dans une carte d'aide à la décision également l'enjeu d'espèces rares et menacées, puisque ici, on a ça veut dire que là où il n'y a pas du vert, il y a aussi des enjeux de temps en temps qui sont ponctuels. Donc, il faut faire attention à ça. Quand on simplifie, on perd de l'information, et ça veut pas dire, il faut faire attention aux enjeux environnementaux qui sont très, très localisés et parfois qui passent sous le scope quand on fait ce genre d'exercice. Voilà, donc on a mappé l'ensemble des connectivités écologiques pour l'ensemble de la province sud. Donc on voit des territoires très différents entre là les milieux forestiers où là, il n'y a pas vraiment de fragmentation écologique. Là, on peut voir ici la vallée de la Tontouta avec énormément fragmenté par l'exploitation minière, etc. On voit qu'il y a tout un réseau de liens de connectivité qu'il faut essayer de maintenir pour que les écosystèmes et les enjeux écologiques soient préservés, et on voit de grandes zones où la connectivité écologique est bien moindre.
Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'enjeux, mais en tout cas, sur cet enjeu connectivité, c'est plus compliqué. Voilà. Donc après, on peut analyser, faire des analyses dérivées de tout ça, c'est-à-dire se servir de ça pour voir si nos aires protégées sont bien, le design est bien fait, est-ce qu'elles permettent justement de protéger ces connectivités, est-ce que certaines connectivités sont recoupées avec des sites dégradés, auquel cas, s'il faut réhabiliter un site dégradé, on ira en priorité pour réhabiliter quelque chose qui se trouve sur un chemin de continuité écologique plutôt que ce qu'il y a à côté. Donc ça permet d'avoir un peu de vision stratégique de la situation. Après, on va essayer de faire une carto non technique, décisionnelle, c'est-à-dire là, du coup, simplifier très macro pour arriver à partir de cette donnée à essayer d'avoir des principes, dire par exemple, bon, ben, la connectivité la plus importante entre le littoral, les forêts littorales et les forêts du massif, ben, dans ce schéma, dans ce paysage-là, elle passe par ici, ou elle passe par là, enfin voilà, l'ensemble des connectivités sur lesquelles, par exemple, s'il y a un plan, une stratégie du conseil municipal pour dire sur l'aménagement, les zones à urbaniser, les zones à ne pas urbaniser, et ben justement, ça peut permettre d'être une des clés de décision ou de vigilance sur certaines décisions d'aménagement du territoire. Voilà, donc tout ça se combine. Ça donne ce genre de représentation où après on peut mettre en place également les connectivités existantes, c'est-à-dire par exemple ça, ou les connectivités qui n'existent pas et celles qu'il faut créer parce que c'est les chemins justement de moindre coût, même si elle n'est pas existante, elle peut être reconstituée selon un principe de restauration des milieux. Voilà. Donc l'idée je crois que j'ai loupé quelque chose, non ? Oui, simplement pour dire que concilier urbanisme et continuité écologique, on s'appuie sur des démarches et des référentiels en métropole qui existent en général, tout ce qui est schéma régionaux de cohérence écologique, qui utilisent ce type d'outils pour notamment, par exemple, là on est sur Paris, avoir des grands schémas avec les réservoirs et les connectivités écologiques dans le Grand Paris, et ça c'est la vision schématique, décisionnaire très à gros doigts, quoi. Et après on peut en faire un détail pour dire bon ben voilà le réseau de connectivité à restaurer entre les zones sur lesquelles il faut faire un effort et celles qui existent et qu'il faut protéger. Voilà, donc il y a tout, c'est ce qu'on appelle donc les cartes de tram verte et bleue avec un ensemble de corridors et de sous-trames qui mappent le territoire de cette façon-là. Voilà. Donc ça c'est l'outil qui sert de base à la fois aux services techniques et aux décisionnaires. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est un outil pour l'instant qui est en développement, donc on a encore un peu d'étapes à faire avant d'avoir quelque chose de vraiment robuste, mais en tout cas ça peut déjà servir, on peut déjà le transmettre à nos partenaires. Voilà. Un peu tout. Je vous remercie. Si vous avez des questions.